Donc, nos intervenants, le premier d'entre eux, c'est notre président de la commission sport santé, à qui je vais laisser la main pour faire son introduction et introduire ce sujet auprès de vous aujourd'hui. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être connectés pour ce webinaire Comment effectivement le sport peut permettre à des jeunes de se sentir mieux dans leur tête. Car effectivement, depuis 3 ou 4 ans, le mouvement sportif s'est aperçu que beaucoup de questions étaient posées par des familles sur le bien-être des adolescents, des jeunes notamment, des 16-25 ans, l'anxiété galopante qui se met en place par rapport à ces jeunes dans un contexte qui est effectivement difficile, sorti du Covid, les guerres en Ukraine, la guerre Israël-Palestine, un avenir donc peu réjouissant. Et je dois dire que moi-même, en tant que vice-président, mais surtout directeur des séjours SNU organisés par le ministère Jeunesse et Sport et par l'ASPTT avec qui je travaille, j'ai constaté que en 3 ans, nous avons eu au départ des séjours entre 3 et 4 jeunes qui étaient sous traitement anxiolytique et qui nous posaient des questions sur, oui, pourquoi faire du sport? Puis, il y a 2 ans, ils étaient une dizaine. Et cette année, sur 160 jeunes que représentent ces séjours, on avait plus de 20 à 25 jeunes qui étaient sous traitement. Et donc, tous les soirs ou tous les matins, l'infirmière du séjour devait leur donner leur anxiolytique par rapport à leur situation. Dans ces séjours, tous les jours, nous mettons en place une activité sportive, notamment avec la SPTT, et nous nous sommes aperçus que petit à petit, ces jeunes, dans un cadre de confiance, éloignés d'un environnement qui leur est familier, donc dans ce mode d'activité de séjour où ils étaient entre eux avec une équipe d'encadrement favorable à la pratique d'une activité sportive et physique, eh bien, au quatrième, cinquième jour, on les forçait jamais au départ. On les invitait à venir pratiquer une activité, se mettre en situation de participer à quelques temps d'échauffement. Et à la fin du séjour, nous avons eu beaucoup de questionnements et de réponses pour certains qui nous disaient, mais finalement, cela m'a fait du bien. Est-ce que vous pouvez me communiquer une adresse d'un club où je pourrais aller faire du sport? J'ai envie de reprendre une activité physique ou j'ai envie de reprendre une activité sportive. Et donc, effectivement, le CROSS, et je remercie Hervé Liberman, le président du CROSS, de nous permettre de faire ce webinaire aujourd'hui. On a été accompagné effectivement par une association qui s'appelle Association 7 Santé reconnue par l'ARS pour permettre à ces jeunes effectivement de s'orienter, de continuer à pratiquer une activité sportive. Voilà, donc maintenant, on va attaquer tout de suite. Je veux quand même dire un grand merci aux intervenants, dont notamment Michel Béranguet, psychiatre au sein de la Fédération française de tennis, Sénia Chasteau, championne de tennis à la Fédération française de tennis, Mathilde Vacheron, qui travaille comme effectivement à PAS au sein de la FPTT de Marseille. Je vous souhaite un bon webinaire et merci de votre connexion. Et oui, effectivement, comme tu l'as dit, Christian, on a l'impression qu'on découvre un peu que le sport, on constate, on le voit sur ici avec un article de presse où une commune qui a mis en place le sport pour les jeunes des quartiers pour des activités physiques s'est rendu compte que ça avait un impact pour leur bien-être mental. Pourtant, il y a déjà eu des études qui ont été menées, qui ont démontré tout cela, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, Michel Béringuet va nous montrer, nous démontrer comment, en fait, le sport a un impact à bien des égards sur les problématiques d'anxiété et de déprime et de dépression. Donc, je vais lui laisser la parole. Ah, On a réactivé le micro. c'est bon. Je vais pouvoir dire d'abord un grand bonjour à tous et à toutes. Et puis un grand merci surtout aux organisateurs de ce webinaire. Merci me faire confiance. Et puis de me laisser un petit peu de temps, pas trop, je crois, 10 minutes, pas plus peut-être. Oh, on peut aller jusque 15 là. Ah oui, alors là, on ne sait jamais. Et donc, en fait, si vous voulez, ça c'est seulement, j'aimerais vous présenter une petite partie d'un travail que j'ai fait, effectivement, relativement à toute l'histoire qu'il y a donc sur comment le sport peut avoir un effet positif, bien sûr, sur
L'anxiété et la dépression. Alors, je ne vais pas repartir ici sur les grandes définitions. Vous savez, euh, le stress, eh ben, le stress, il faut déjà se souvenir que le stress, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le stress, c'est une émotion que nous avons, qui est liée la plupart du temps, bien sûr, à un facteur de l'environnement, une espèce de forme d'agression de l'environnement sur l'individu. Et en fait, ce stress est passé un petit peu dans le langage courant. Oh ben, je suis stressé, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Mais encore une fois, il faut bien qu'on ait en tête que le stress est strictement normal. Et que dans le fond, si on n'avait pas un peu de stress, on serait peut-être pas les uns et les autres autour de ce webinaire, peut-être à se dire ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre, qu'est-ce qu'on veut faire. Et dans le fond, le stress, c'est quelque chose qui va ben, nous pousser un petit peu à faire les choses que nous faisons peut-être parfois au quotidien. Alors, un petit peu au-delà, si vous voulez, du stress, ben, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est avoir un stress, mais sans fondement nécessairement. Alors, même si d'un côté, il y a l'anxiété, si vous voulez, de la personnalité anxieuse, avec des troubles qui peuvent être apparus dès l'enfance d'ailleurs, hein, et puisqu'on parlait de l'adolescence, mais bien avant l'adolescence d'ailleurs, hein, la toute petite enfance sur l'anxiété. Et puis cette anxiété qui peut devenir tout à fait pathologique et nous freiner complètement dans la vie de tous les jours. Puis enfin, il y a la dépression. Et puis, il ne faut pas confondre, bien sûr, déprime et dépression. La déprime, bon, on peut tout savoir comme ça pendant quelques jours ou quelques heures, parfois quelques jours même, un moment de morosité, de baisse de l'humeur. La dépression, si vous voulez, ça se caractérise vraiment par, sur au moins 15 jours, l'apparition de symptômes qui sont effectivement l'humeur triste, qui sont aussi ce que, donc j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, l'anédonie, c'est-à-dire le manque de plaisir. Et le manque de plaisir à la fois, si vous voulez, à l'idée de faire quelque chose qu'on n'était pas capable, enfin, qu'on imaginait en tout cas ne pas être capable de faire. Et puis, il y a aussi cette idée que l'anédonie, c'est lorsqu'on a réussi à faire ce quelque chose, eh bien, on n'en est même pas content. Donc, autour de ce noyau de la dépression, c'est ça la vraie dépression, hein. Ça dure au moins 15 jours, et en vérité, la plupart du temps, beaucoup, beaucoup plus, parfois des années, parfois vraiment des années, parfois des années. Et donc, il faut comprendre que ce noyau est entouré comme ça de petits satellites. Enfin, c'est une image que je donne, hein, un peu métaphorique tout ça. Et ces petits satellites que sont alors bien sûr l'anxiété, puisqu'on vient d'en parler, mais que sont les troubles du sommeil, que sont les troubles de la libido, que sont les troubles de l'appétit, que sont, etc., etc. Et on pourrait en rajouter. Donc la dépression, encore une fois, c'est quelque chose de très important aussi au plan épidémiologique dans notre société, hein. Il faut se rendre compte que la dépression, aujourd'hui, va toucher ou touche, et je parle bien de dépression caractérisée, hein, euh, peut-être entre 10 et 20% de la population. C'est des chiffres qui nous font un petit peu peur, hein, quand même, hein. Entre 10 et 20% de la population. Alors, il y a toutes les formes de dépression possibles. Et là, je ne vais pas vous parler de tout cela. Je voudrais aujourd'hui, si vous voulez centrer les quelques minutes que j'ai à vous accorder là, centrer mon propos sur comment le sport, parce que c'est quelque chose de, allez, non pas relativement nouveau, parce que le sport, ça existe depuis bien longtemps, avec tous ces effets délétères d'ailleurs, hein, dans le sport de haute performance. Ces effets délétères sur justement l'anxiété, sur justement, alors ça c'est l'histoire de l'anxiété de performance par exemple, mais aussi sur la dépression et en particulier lorsqu'on n'atteint pas un but qu'on avait envisagé, lorsque par exemple il y a une fin de carrière, lorsque par exemple on se retrouve comme ça, dans le fond, sans plus aucun investissement. C'est-à-dire, on se retrouve sans but, en vérité, dans sa propre vie, parce qu'on avait fondé celle-ci sur cette idée de la performance sportive, par exemple, pour ceux qui ont choisi un jour des carrières professionnelles, ou en tout cas qui ressemblent à des carrières professionnelles. Donc, on va parler aujourd'hui, on va se concentrer sur comment ça marche, enfin, comment le sport, dans le fond, pourrait être un traitement de la dépression. Et avant tout, et toujours en préambule, je voudrais vous dire la chose qui est très, très, très importante. La chose très importante, c'est qu'au bout de la dépression, parfois, il y a des choses dramatiques, comme par exemple la mort par suicide.
Et donc, on est là dans un sujet non seulement sérieux, mais un sujet, une problématique, si vous voulez, qui nous affecte tous, mais qui nous affecte tous aussi, et pardon pour l'expression, j'allais dire un peu économiquement, dans cette période si troublée au plan économique. Donc, il faut traiter la dépression. Il faut toujours traiter la dépression. Il faut la traiter par des antidépresseurs et de s'enlever de cette idée qu'on a dans la tête que les antidépresseurs ne sont pas bons pour la dépression. C'est pas vrai du tout. Mais j'ai pas le temps vraiment de développer des psychothérapies, bien entendu, bien évidemment. Et puis par d'autres moyens encore, dont effectivement le sport. Et comment donc le sport va avoir un effet sur l'anxiété, va avoir un effet sur la dépression? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de dérouler ensemble. On sait bien, toutes les études expérimentales l'ont montré, que le sport a des effets positifs sur l'anxiété, et y compris le sport intense, encore une fois, celui que j'appelle moi de haute performance. Vous voyez un nombre d'études là qui sont citées. Même l'activité physique modérée induit donc des aspects positifs, des affects positifs, pardon. Pourquoi? Alors, bien entendu, en améliorant par exemple l'image du corps, l'image de l'estime de soi. Et on va passer à la diapositive suivante. Par exemple, protection contre effectivement l'anxiété, protection aussi contre la dépression, et toutes ces études vont nous montrer effectivement cette efficacité. Cette efficacité qu'on peut faire, si vous voulez, qu'on peut même contrôler de façon qu'on appelle randomisée, si vous voulez, dans des véritables études. C'est-à-dire qu'on prend comme ça une population et puis de façon absolument dictée par le hasard de l'ordinateur, bien entendu. Une partie de la population, 50% de cette cohorte, si vous voulez, va être traitée simplement par des antidépresseurs, et l'autre cohorte va être traitée par des antidépresseurs, et de l'autre côté, par l'adjonction antidépresseur ou psychothérapie, et ou psychothérapie à chaque fois, hein. Et puis, de l'autre côté, 50%, on va y rajouter des séances de sport. Et comme ça, on va s'apercevoir, dans les groupes contrôle, au bout d'un certain temps, qu'effectivement, il y a, pardonnez-moi pour l'expression un peu triviale, il n'y a pas photo, à savoir que ceux qui ont eu une activité physique en plus des traitements habituels, on a retiré des bénéfices tout à fait patents que l'on peut évaluer effectivement par des échelles très habituelles, que sont les échelles de Hamilton, de Hamad-DRS, etc., etc. Et ce serait un petit peu trop compliqué pour aujourd'hui. Donc, on va passer à la suivante. Et donc, quelles sont les hypothèses? Comment, avec toutes ces études où on a trouvé cette efficacité, comment ça peut marcher? Pendant longtemps, on a pensé, bien sûr, on va comme ça les dérouler, aux hypothèses physiologiques. Alors, dans les hypothèses physiologiques, on a pensé au thermogénique. Alors, thermogénique, pourquoi? Parce que il faut savoir que nous avons un métabolisme de base. Le métabolisme de base, certains d'entre vous savent de quoi je parle exactement. Et puis comme ça, ce métabolisme, il décrit, si vous voulez, dans la journée, des oscillations, et en particulier, une oscillation qui est bien connue, c'est celle de la nuit, vespérale donc, où le métabolisme de base qui est plutôt élevé dans la journée va comme ça diminuer. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce métabolisme de base? Il y a la température corporelle, il y a le rythme cardiaque, il y a bien entendu les sécrétions hormonales, dont par exemple la nuit, le cortisol, etc., etc., les hormones de croissance, tout ce qui va nous permettre de vivre et d'abord de nous développer avant de vivre et ensuite de vivre donc. Donc on a longtemps pensé que c'était une histoire de thermogénie, c'est-à-dire que comme on faisait du sport, on allait de façon un petit peu, j'allais dire, euh, par surprise pour le corps. Le corps n'y étant pas habitué, pour ceux qui n'y étaient pas habitués à faire du sport, en faisant du sport, on allait comme ça augmenter le métabolisme de la base, qui ensuite allait redescendre, et ces montées et ces descentes allaient redynamiser un petit peu les choses. Bien. On a pensé un peu plus tard aussi à l'hypothèse endorphinique. Alors l'endorphine, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé en disant, l'endorphine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait un peu l'hormone du plaisir. Comme si, effectivement, peut-être dans la douleur, je dis bien dans la douleur du sport, en tout cas la contracture ou même la véritable douleur, comme si dans cette douleur donc,
se sécréter effectivement des produits qui pouvaient, de près ou de loin, ressembler à la morphine, et en vérité les endorphines. Et quelque part, ce qui expliquera peut-être plus tard, mais ça ce sera peut-être encore un autre sujet, l'histoire de la bigorexie et de l'addiction au sport d'ailleurs. Donc, comme ça, on a dit, ben, dans le fond, ben, c'est peut-être tout simplement les endorphines qui sont à ce moment-là sécrétées vont nous permettre d'aller mieux, et voilà pourquoi le sport aide, etc. Mais tout ça, moi, je préférerais qu'on parle plutôt des transmissions, des neurotransmissions monoaminergiques. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots le plus rapidement possible. Dans le cortex cérébral, si vous voulez, il y a de très nombreuses cellules. Et les cellules sont très proches. Vous voyez mes doigts là, je ne peux pas vous le dessiner, mais vous le voyez très bien sur l'écran. Là, il y a une cellule qui est le premier neurone, si vous voulez. Et puis là, il y a un deuxième neurone. Et il y a comme ça l'influx nerveux qui va passer de ce neurone à ce neurone en passant par, bien sûr, un flux, une espèce de flux électrique ou comme vous voudrez, enfin peu importe. En tout cas, qui doit passer de cette cellule à celle-là, enfin à ce neurone. Et pour ça, il emprunte parce qu'il y a comme ça une rupture. Cette rupture, ça s'appelle en fait en vérité la synapse. Et dans cette synapse, il y a une espèce de circulation. Et pour que l'influx passe d'un neurone à l'autre neurone, il faut qu'il emprunte un moyen de transport. Je suis toujours dans un propos mais un peu métaphorique là. Hein. Moi, j'appelle toujours ces petits moyens de transport, je les appelle des petits bateaux. Mais c'est moi, ça seulement. Hein. C'est pas vraiment de la science de haut niveau, c'est plutôt je suis là dans la vulgarisation. Et ces petits bateaux, c'est justement ce que l'on appelle donc les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs monoaminergiques. Alors, ainsi, la sérotonine. On pourrait parler d'autres d'ailleurs neurotransmetteurs, mais le plus intéressant dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'idée effectivement que pour améliorer, si vous voulez, la transmission entre ces deux neurones, entre le premier et le deuxième, en améliorant cette transmission, si on améliore la quantité de petits bateaux qui vont les aider à passer d'une rive à l'autre rive du bateau, et pardon, pas du bateau, mais à l'autre rive, si vous voulez, pour pouvoir donc être recapturé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? La sérotonine, qui est un transporteur, comme je vous l'ai dit, hein, effectivement, d'un flux, elle va transporter, et quand on parle d'un flux, on parle d'information, hein, de véritable information, c'est-à-dire comme ça, ce qui va permettre plus tard une excitation des centres spécialisés, des centres particuliers que nous avons dans le cortex, relativement à l'humeur, etc., etc. Bien. Alors, il va y avoir davantage de sérotonine à un certain moment. Par exemple, lorsqu'on prescrit, et je vous expliquerai un tout petit peu pourquoi juste après, lorsqu'on prescrit donc des antidépresseurs qui sont sérotoninergiques, c'est-à-dire qu'ils vont activer hein, la formation de sérotonine dans le neurone présynaptique, pour que celle-ci ne soit pas recapturée par le neurone postsynaptique et que donc il y en ait davantage de circulantes au milieu pour que l'influx passe très facilement d'un côté à l'autre. Alors, ça, si vous voulez, bien, on a mis, enfin, c'est pas très, très vieux, quoi. Enfin, je veux dire, les neurosciences nous ont permis ces progrès-là il y a, allez, une trentaine d'années, à peine, à peine, à peine. Et on s'est dit, comment le sport peut nous aider là-dedans, dans cette histoire donc des monoaminergies, et on passe tout de suite à la suivante. Alors, on passe à la suivante, et voilà un peu l'hypothèse, comment le sport va nous aider, là, dans le petit schéma que vous voyez. Est-ce que je peux bouger ma... Mais oui, je peux même la bouger d'ici, là, voilà. Alors, il se trouve que dans le muscle que je vous montre là, vous voyez, dans le muscle, il y a ce que l'on appelle du tryptophane qui est là, le tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Et je dis bien, ce n'est pas de la sérotonine, c'est le précurseur. Parce que vous auriez pu me dire, plutôt que d'aller faire du sport, on va manger de la sérotonine. Mais ça n'existe pas de manger de la sérotonine. On peut donner un produit qui va empêcher ici, là-haut, à la sérotonine d'être recapturée par le neurone
encore une fois, récepteurs, mais c'est tout ce qu'on peut faire. En revanche, ici, dans tous les muscles, là, on vous montre donc un beau quadriceps, hein, mais on pourrait montrer n'importe quel muscle du corps, bien sûr, hein. Et donc, dans ce muscle, il y a du tryptophane. Et lorsque l'on fait bouger beaucoup ces muscles-là, tous les muscles de notre corps d'ailleurs, on va faire, on va activer une sécrétion de tryptophane. Et le tryptophane, lui, va remonter, va passer ici par l'intestin, va ensuite passer la barrière hépatique, je remonte toujours, et le tryptophane va continuer de monter, et là, ici, ça c'est un endroit très important, c'est ce que l'on appelle la barrière hématoméningée. C'est-à-dire que il n'y a pas tout qui passe là, vous comprenez? Le tryptophane, lui, peut passer, mais si on avait ingéré de la sérotonine stricto sensu, jamais elle serait passée parce elle aurait été arrêtée par cette barrière-là. En revanche, lui, le tryptophane, va passer tranquillement, va arriver dans le cortex cérébral, va arriver donc dans les cellules dont je parlais, donc présynaptiques, les axones présynaptiques, va se transformer, je vous le disais à l'instant, c'est un précurseur de la sérotonine, va se transformer en sérotonine. Et voilà pourquoi, tout simplement, le sport va permettre, par la libération de tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, va faire que, en passant cette barrière hématoménagée, on va arriver ici et que l'on aura dans l'espace synaptique davantage donc de sérotonine. Et qui dit davantage de sérotonine dit nécessairement beaucoup moins de dépression, d'anxiété. Hein, je dis bien anxiété et dépression, beaucoup moins. Voilà ce que je peux en dire. Alors oui, je pourrais rajouter une seule chose. On me dirait aussi, à propos de ce schéma que je vous montre, on pourrait me dire, oui, tu es bien sympa, tu es bien gentil, mais quand même, est-ce que tout simplement, en ingérant du tryptophane, alors, on peut ingérer du tryptophane, c'est parce que ça existe. Le tryptophane, ben, c'est le chocolat, hein, le chocolat. Comme par hasard d'ailleurs, le fameux chocolat que mangent souvent les déprimés. Alors, vous avez tous entendu parler de ça, hein, que les déprimés aiment bien manger du chocolat matin, midi et soir, et un peu plus peut-être qu'il ne faudrait. Ce qui est bien qu'en général aussi ils perdent du poids, ou ils prennent du poids, pardonnez-moi, à cause de ce chocolat-là. Alors, il faut quand même imaginer que le chocolat, qui est du tryptophane, hein, en vérité, ce chocolat, lui, fait beaucoup de mal lorsqu'il est en grande quantité au foie qui est ici, que je vous montre ici. À savoir que pour remplacer un comprimé d'antidépresseur sérotoninergique, ben, il faut en gros 1 kilo de chocolat. Alors si on devait manger 1 kilo 3 fois par jour de chocolat, on ne mourrait pas peut-être de la dépression, mais d'abord et avant tout d'une cirrhose hépatique. Bien, ceci étant, le mieux, effectivement, est de faire du sport et de passer par le tryptophane et non pas par le chocolat, qui, lui, effectivement, ne cause pas tout cela, mais se transforme, comme on l'a vu, donc en sérotonine. On peut avancer. Il y a d'autres hypothèses. Il y a des hypothèses qu'on appelle cognitives et évidentes, relativement à l'estime de soi. On a l'impression, lorsqu'on est effectivement un déprimé, on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien, parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on n'avance pas, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus de désir. Et puis là, on arrive à refaire des choses. Alors même si, petit à petit, hein, on va retrouver cette hédonie, hein, ce plaisir à, et donc, petit à petit, on va arriver à avoir une meilleure estime de soi et se verser un petit peu dans ces idées plutôt positives qui sont indispensables d'ailleurs au traitement de la dépression. Et puis la distraction, bien sûr, parce que de façon générale, ben, le sport, ben, c'est en dehors de ce que l'on fait d'habitude et ça distrait beaucoup. Et puis il y a des hypothèses psychodynamiques liées, elles, plutôt à la psychanalyse et des histoires comme ça, donc beaucoup moins aujourd'hui valorisées qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans en arrière, tout simplement, parce que les hypothèses neuroscientifiques, celles dont j'ai parlé avant, ben, ont pris un peu le pas, si vous voulez, mais ces hypothèses-là, il ne faut pas les oublier non plus, relatives à l'image du corps, de l'autonomisation, entre autres par rapport aux autres, lorsqu'on joue au tennis, puisque donc effectivement je suis un peu un spécialiste non pas de la pratique du tennis, mais de la fonction de dirigeant de tennis,
par rapport aussi au réel, et puis par rapport au positionnement en général, hein, relativement aux balles, aux raquettes, aux ballons et aux objets. Et puis la diapo suivante, du coup, qui va arriver, la 5 sur 6, hein, elle va arriver, elle est arrivée. Oui, on sait bien tous, parce que ouais, c'est écrit partout, la condition physique est liée positivement au bien-être. En général, quand on est mal foutu, bon, on est mal foutu complètement, et dans le corps et dans l'esprit. Que l'activité physique diminue les émotions, que l'activité physique, au long terme, diminue l'anxiété, que l'activité physique diminue les tensions musculaires. Tout ça, on est bien d'accord. Et ça aussi c'est très important, et si je vais repartir sur une digression peut-être un peu longue, mais je vais la faire le plus court possible. L'activité physique resynchronise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que, contrairement à l'idée que nous en avons tous, nous ne sommes pas faits, nous humains, grand H, hein, hommes, les mammifères hommes, les humains, nous ne sommes pas faits pour vivre 24 heures. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Bérenguer aujourd'hui? Alors Bérenguer, il va vous raconter la chose suivante. En 1960, à peu près, je crois que c'était même précisément 60, un certain Michel Siffre, qui est le seul point commun avec moi, c'est le prénom, a décidé un jour, justement, parce qu'il s'intéressait aux histoires de synchronisation, vous savez, dans la journée, hein, il y a de multiples cycles, hein. Il y a le cycle cardiaque, il y a le cycle menstruel, il y a le cycle, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle le rythme circadien, hein. Nous vivons théoriquement pour 24 heures, mais c'est que théorique ça. Parce que, en fait, ce Michel Siffre descend dans une grotte, il passe 6 mois sans aucun repère temporel, mais absolument aucun. Il y vit pendant 6 mois seul dans une grotte, et il en remonte 6 mois plus tard, heureusement. Et puis lorsqu'il remonte, il n'est pas du tout, parce qu'il a compté ses jours, lui, mais ses jours en ce qu'on appelle en free run, hein, en libre cours. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument aucun repère temporel. Et donc ce Michel Siffre n'est pas du tout au même jour que le jour que nous sommes lorsqu'il remonte effectivement de sa grotte qui était très profond sous terre. Alors ça a été renouvelé l'année dernière, 2023, pardon. Oui, 2023, c'est bien ça. Ça a été renouvelé par un groupe d'une vingtaine de personnes. Alors là, c'est pas exactement pareil parce que des repères temporels avec un groupe de 20 personnes, même si on n'en a pas, on a des repères sociaux qui font que, et justement, c'est là où je veux en venir, quand je parlerai du sport, c'est que ça resynchronise. Alors, ça resynchronise parce qu'en fait, nous sommes, et ça nous le savons maintenant, fait officiellement, nous les humains, nous sommes faits pour vivre en gros 24,9 heures par jour. Alors, comment on fait? Comment fait-on, mais vraiment, pour arriver sur un rythme de 24 heures, qui est notre rythme classique de vie, hein, alors que notre corps, notre organisme, notre cortex est fait pour vivre 24 heures,9. Vous voyez le décalage qui est quand même important, hein, c'est quasiment une heure de plus. Quasiment une heure de plus. Alors, quasiment une heure de plus où tout peut se décaler. Alors, si on était en free run, justement, enfermé, sans repère temporel, etc., c'est comme ça que ça se passerait. Alors, en fait, chaque jour, lorsqu'on se réveille, il y a une stimulation photique par les rayons du jour, hein, tout simplement, du soleil, enfin, de la clarté, voilà, le jour, donc, va nous resynchroniser. D'autant que ça va s'accompagner d'un travail, parce qu'on se lève à telle heure, il y a un réveil qui va sonner, on va se lever, on va pester en général parce que on n'a pas envie de se lever, voilà, et on va ainsi se resynchroniser. Alors oui, je fais une longue digression hein, sur la synchronisation, et comme ça, on va se resynchroniser. Mais il n'y a pas que les régions photiques, il y a aussi les contacts sociaux. Il y a aussi des rituels que nous pourrions avoir, de quelque nature que ce soit d'ailleurs, à une certaine heure du jour, etc. Et quelque part, l'activité physique, justement, elle est resynchronisante, pardon. Parce que cette activité qu'on va avoir, en général, le matin, mais ça peut être le soir, hein. C'est un peu mieux le matin d'ailleurs, hein. L'activité physique le matin, justement à cause
des histoires thermogéniques de tout à l'heure, c'est un peu mieux le matin que le métabolisme de base doit monter et un peu plus le soir plutôt diminuer. Bien, bon, enfin, l'activité physique va permettre cette resynchronisation et va nous aider ainsi, si vous voulez, à nous resynchroniser. Et comment ça empêche anxiété, dépression et tout le reste? C'est tout simplement que cette synchronisation va resynchroniser chaque jour toutes les sécrétions que nous avons dans notre cortex cérébral. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, le cortisol, l'hormone de croissance, la mélatonine. La mélatonine. Enfin, et l'importance de la mélatonine sur le sommeil et de l'importance du sommeil sur la dépression et l'anxiété, et ainsi de suite. Donc, cette resynchronisation qui est capitale grâce, encore une fois, au sport. Et on va passer à la suivante. Euh, donc, on a bien compris quand même qu'il faudrait peut-être chez les déprimés, alors, imaginer cette idée que quand même moins on fait de jet lag, hein, vous savez, quand on passe, on change d'heure comme ça d'un continent à l'autre, et ben mieux on se porte psychologiquement. Alors, c'est à dire quand même que des grands sportifs, et je pense par exemple au tennisman, effectivement, c'est un domaine que je connais bien, qui doivent, eux, passer d'un continent à l'autre sans arrêt et donc avec une surcharge de travail, la difficulté et parfois, d'ailleurs, les dépressions, les véritables dépressions que l'on voit et qui affectent même des joueurs de haut niveau. Et lorsqu'ils ont plus la pudeur qui fait qu'ils ne pouvaient pas en parler, ils commencent à dévoiler leur malaise, leur mal-être, si vous voulez, dans leur pratique sportive intensive d'une part, mais aussi liée avec ces jet lag et autres qui les désynchronisent totalement. Et d'ailleurs, et je vais finir là-dessus sur l'histoire de la synchronisation, on sait bien d'ailleurs que les déprimés sont complètement désynchronisés puisque la plupart du temps, ils ont ce que l'on appelle des nictémères inversés, à savoir que ils dorment dans la journée, mal d'ailleurs, mais ils dorment dans la journée, ils dorment pas la nuit la plupart du temps, ou alors des espèces de sommeil haché, voilà. Donc, des effets du sport également, bien entendu, sur le divertissement dont on a parlé aussi tout à l'heure, relativement à l'apathie, hein. Le réveil de l'élan vital, parce que chaque déprimé, quelque part, a son élan vital qui s'est endormi. Bien sûr, ça redonne de la vie, ça décharge les tensions, ça valorise. Et le sport, souvent, ça valorise. Tiens, je suis capable de refaire ceci. Tiens, je suis capable de refaire cela, hein. Et puis, par l'amélioration, bien sûr, de ce lien social, j'en ai parlé déjà 2 fois tout à l'heure, dès qu'on va aller faire du sport, on va aller dire bonjour, comment ça s'est passé, est-ce que ça va bien depuis la dernière fois, enfin, voilà, on va échanger, on va communiquer. Et puis, la lutte contre l'anédonie dont j'avais suffisamment parlé tout à l'heure. On peut passer à la juste après. Et en gros, ça c'était une conclusion, si vous voulez, d'un autre diaporama. Là, on n'est pas sur ça, mais on peut dire encore une fois que le sport dans la pratique adaptée, hein, vraiment un traitement d'appoint. Je dis bien d'appoint, et c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, excusez-moi, que je mets un point d'interrogation parce que ce n'est pas le traitement de fond de la dépression. Le traitement de fond, encore une fois, c'est les antidépresseurs et les psychothérapies. Mais c'est un traitement d'appoint lorsqu'il y a dépression. En revanche, en revanche, et ça c'est très important, c'est que tout ce que je viens de raconter à propos du sport et de ses modalités d'action vont faire que peut-être on aura fait aussi une action de prévention primaire. C'est-à-dire que peut-être aussi, mais ça, comment le savoir? Peut-être aussi qu'on a préservé bon nombre d'hommes et de femmes de l'arrivée même d'une dépression grâce au sport qu'ils pratiquaient régulièrement. Donc, à la fois cet aspect sur lequel je n'ai pas insisté aujourd'hui, sur l'aspect donc de prévention primaire, et à la fois sur cet aspect, encore une fois, de thérapeutique d'appoint, en tout cas pour toutes ces pathologies qui, malheureusement, d'après l'OMS, vont en 2030 être les pathologies de la dépression, anxiété, etc., les pathologies les plus répandues dans le monde et même peut-être au-delà des problèmes cardiovasculaires. Voilà, merci pour votre attention. J'ai peut-être été un peu long et je reste à votre disposition pour intervenir quand vous le voudrez.
Effectivement, c'était super. Je pense que ça va susciter peut-être des questions en deuxième partie, cette intervention. À t'entendre, on comprend un peu mieux aussi pourquoi aujourd'hui, quand tu parles de la perspective de 2030, on se retrouve avec la santé mentale qui devient une grande cause nationale en 2025, et qui va au-delà effectivement de notre sujet qui est la pratique sportive. C'est vrai qu'on a pu voir aujourd'hui on se rend compte, hein, en faisant quelques recherches, que les collectivités s'intéressent de plus en plus à l'impact du sport sur la santé mentale. On peut voir aussi comment ça impacte aussi la vie de chacun. Alors là, j'espère qu'elle a pu nous rejoindre parce qu'on a parmi nous normalement Xenia Chasto, qui est para-athlète. Xenia, je ne sais pas si tu es bien par là. Oui, Oui, bonjour. bonjour Xenia. Xenia, tu as eu tes 18 ans récemment. Ouais. Voilà, tu as tous 18 ans. La plupart des personnes qui sont présentes, je l'espère, ont entendu parler de toi puisque quand même tu as été une de nos représentantes en tennis fauteuil aux Jeux olympiques, paralympiques de Paris 2024, au tennis, hein. Tu as remporté l'Open Tennis Fauteuil Junior de Roland-Garros et aux États-Unis aussi l'année précédente. Il y a 2 ans, tu étais déjà une joueuse de tennis, mais tu te préparais à être sélectionnée pour être amasseur de balles et te former pour l'Open 13 à Marseille. Et malheureusement, votre route à ton papa et toi a croisé celle de Chauffard. Et suite à cet accident, tu as subi une amputation et plusieurs opérations. Je crois que très dernièrement encore, tu as dû avoir une intervention. Et ce qu'on aimerait entendre par ton témoignage aussi par rapport à ton âge, et c'est le rôle qu'a pu jouer le sport dans ton appréhension aussi du destin, de cette épreuve de vie qui est souvent très très difficile à remonter et à accepter par, par tout un chacun, si ça devait nous arriver. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici et de partager un peu mon expérience vis-à-vis de la santé mentale et aussi de la pratique du sport, son influence sur cette santé mentale. Alors oui, effectivement, moi, du coup, ça fait 3 ans et demi, 4 ans bientôt, hein, mon accident, et c'était en janvier 2021 avec mon papa. J'avais 14 ans, j'allais avoir 15 ans, et on a été renversés tous les deux dans un accident de la voie publique où tous les deux, nous avons perdu une partie de notre jambe. Mon papa, sa jambe complète et la mienne en partie. Ça a été des conséquences physiques très, très grandes. J'étais ancienne sportive avant mon accident. Donc, euh, donc ça m'a aussi beaucoup aidée. Et c'est de ce dont ça, je vais beaucoup en parler aujourd'hui, je pense. C'est vraiment cette pratique sportive qui m'a beaucoup aidée dans ma résilience, je pense. J'ai fait 1 an d'hospitalisation et j'ai jamais cessé à penser à mon sport que je pratiquais avant, à cet épanouissement personnel que j'avais et qui est resté malgré que je pouvais plus jouer au tennis. Il y a une vidéo qui avait beaucoup fonctionné à l'époque où je tapais la balle de mon lit d'hôpital déjà. Vraiment, il y a vraiment eu ce trans en fait pour ce sport, le tennis que j'ai démarré et j'avais 4 ans. Donc c'est vraiment un sport que je pratique depuis très très petite. Et en fait, voilà, la santé mentale, moi, j'y suis beaucoup attachée de par mon expérience où fallait vraiment parler de cette santé mentale, fallait vraiment faire attention à tous les traumas que je pouvais subir, et il y en a eu. Et donc, j'ai eu un suivi quand même très personnalisé, très jeune, à 14 ans. Et en fait, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, avec un peu de recul sur ce que j'ai vécu, c'est vraiment tout d'abord l'éducation qu'on peut avoir, qu'on peut recevoir, bien sûr, de nos parents dans un premier temps, mais aussi de l'école. Cette éducation sur la santé mentale, la dimension mentale, les émotions. Aujourd'hui, moi, si je peux critiquer un peu ce qu'on propose à l'école, on parle vraiment très peu de cette dimension mentale. On en parle de plus en plus. Ça va aller dans le mieux, j'espère. Mais en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup d'enseignements sur les émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions? C'est en fait, c'est tout ce qui va nous entourer dans notre vie, en fait. C'est nous, nous, on est composé de plein d'émotions. Et ça part de là déjà de se connaître, en fait.
non pas physiquement, mais aussi mentalement. Qu'est-ce que c'est en fait le mental? Qu'est-ce que c'est le psychisme? Enfin, tous ces sujets-là qu'on peut comprendre dès le plus, dès le plus jeune âge et qui, pour moi, on n'enseigne pas assez à l'école. Moi, heureusement, et c'est pour ça que je pense j'ai très bien rebondi de mon accident, c'est grâce en fait à ma famille, hein, clairement, où chez moi, déjà la liberté d'expression était très très libre. On parlait, on échangeait sur tout, on échangeait, on n'a aucun sujet tabou, on n'a jamais eu de sujet tabou entre ma mère, mon frère et mon papa, on était quatre. On a quand même une expérience de vie un peu spéciale avec mon frère. On a été adopté aussi par des parents français à très très jeunes. Euh, et donc, il y a eu quand même un échange, on va dire, verbal beaucoup plus important, peut-être plus que la moyenne, ce qui fait que ça nous a aussi énormément ouvert sur beaucoup de choses et beaucoup de sujets. On est passé par tous les sujets dans mon enfance. On parlait de tout. On parlait de l'adoption même. On s'est jamais caché tout ce qu'on a pu vivre aussi, nous, dans notre enfance avec mon frère. Il y a ça, en fait, il y a des sujets aussi un peu plus profonds. Et ce qui nous a toujours amené sur des discussions très profondes. Moi, combien de fois je suis restée des heures quand j'étais plus adolescente à parler avec mon papa jusqu'à tard le soir, à parler de plein de discussions. Et en fait, cette ouverture qu'on peut avoir avec ses parents nous aide énormément, je pense, sur la suite. Mais ce qu'on pourrait faire, en fait, aussi, c'est améliorer cette sensibilisation à l'école sur la dimension mentale, sur aussi les discussions, sur les sujets qui peuvent être encore aujourd'hui tabous, et aussi, justement, profiter de l'école pour discuter librement de plein de sujets qui, aujourd'hui, ne devraient plus poser de problème, en fait, et justement, éduquer un peu les enfants, en fait, dès le plus jeune âge, les driver un peu et se dire, OK, si on parle d'émotion, il n'y a pas de problème, en fait. Si on parle, moi, je suis triste aujourd'hui, moi, je suis heureuse, moi, je suis gênée aujourd'hui. Voilà, ça commence déjà par des choses, mais très, très simples. Et je pense qu'il y a déjà quelques enseignants, c'est quand même une minorité qui mettent déjà ça en place, en fait. J'ai déjà vu des choses comme ça et c'est bien, hein. Mais je pense qu'il faut tendre à ça pour déjà se pencher davantage sur cette santé mentale, sur cette dimension mentale et en parler librement. Et ensuite, pour en venir au sport, forcément, là, ça va être je vais dire des choses qu'on a déjà répétées et ça paraît logique et c'est certain que le sport et les valeurs sportives, tout ce que le sport peut nous offrir, toute la discipline sportive qu'il peut nous offrir est incroyable. Moi, le sport, pour mon expérience personnelle, ça m'a beaucoup drivé en fait dans cette année qui a été compliquée, qui a été à 100% à l'hôpital. Directement et naturellement, me suis orientée dans le tennis fauteuil, mais j'aurais pu m'orienter dans d'autres sports, effectivement. Mais le tennis a été naturellement mon choix. Et du coup, ouais, cette pratique sportive, elle m'a drivée, elle m'a rythmée. Voilà, on prend deux exemples. Par exemple, le mien, moi, j'avais un profil plutôt jeune, donc plutôt actif. Mon papa qui était plus âgé, forcément. Et lui, par exemple, il n'a pas réussi à trouver un sport, un épanouissement sportif après l'accident. Et ce qui fait qu'il y a eu quand même quelques années d'ici là, enfin, d'ici l'accident, qui ont été plus compliquées pour lui, de par aussi son vécu. Lui, il a toute sa vie un peu derrière lui, il en a encore devant lui, mais voilà, on n'avait quand même pas le même âge, mais je pense que quand même, le fait qu'il n'ait pas pratiqué de sport, ça a été quand même, ou une activité, hein, que ce soit culturelle, socio-sportif, hein, on s'en fiche. Euh, Ça lui a un peu enfermé. Le sport, ça offre un partage humain, des partages d'émotions, des voyages, si on peut. Il y a quand même plein de choses que le sport peut nous offrir. Et aussi, avec mon expérience sportive, j'ai encore plus creusé toute cette dimension mentale, cette santé mentale qu'on développe en tant que sportif et sur la performance surtout. Donc, je suis très passionnée par tout ça et je me rends compte à quel point que la dimension mentale est extrêmement puissante pour améliorer la performance, mais inversement, le sport est extrêmement puissant pour améliorer la santé mentale. Et je ne vais pas radoter ce qu'a dit Michel juste avant, c'est ça. Euh, mais voilà, moi, de mon expérience, j'ai été plutôt directe, mais oui, c'est ça, c'est vraiment cette communication dès le plus jeune âge, ne pas attendre en fait d'avoir 20 piges ou aller 30 ans, 40 ans pour se pencher sur ce sujet-là. En fait, moi, j'ai eu cette chance, c'est presque une chance d'avoir eu cet accident à 14 ans, finalement, parce que j'ai appris plein de choses et tous ces sujets-là qui sont encore peu
peut communiquer. Avec les réseaux sociaux, ça commence à être de plus en plus cool et de plus en plus ouvert, on va dire, à ces discussions-là et à ce sujet de la santé mentale. Mais, euh, mais même les sportifs, enfin, il y a des sportifs un peu d'ancienne génération qui ont commencé à faire attention à leur santé mentale à 30 ans, à leur fin de carrière quasiment. Et on voit tout de suite la différence. Donc voilà, le bien-être, on sait tous que c'est important. Et je pense que la pratique sportive a un réel impact, ça c'est certain, sur la santé mentale, l'épanouissement, le plaisir. Moi, j'ai toujours, voilà, quand on a un événement difficile, un événement, que ça passe par un accident grave, mais juste un événement un peu plus compliqué, mais pas d'une gravité énorme. Le sport, ça équilibre. Enfin, en tout cas, si on arrive à trouver du plaisir, il faut trouver aussi le sport qui nous plaît, hein, parce que c'est pas faire du sport pour faire du sport. C'est là où l'erreur, elle est là, quoi. Enfin, c'est trouver un sport dans lequel profondément, on prend du plaisir. Et le plaisir, c'est super important et ça équilibre en fait notre vie, hein. Moi, l'école, par exemple, j'ai super bien vécu ma scolarité avant mon accident, je parle. J'ai super bien vécu ma scolarité parce que tous les jours, j'avais mon entraînement de tennis après. Et presque ça me motivait à aller à l'école parce que je savais que ce soir j'avais entraînement et je me faisais plaisir. Et donc ça rythmait mes journées. Et je me souviens d'avoir vraiment bien vécu ma scolarité grâce à ça, hein. Je suis certaine parce que je ne me voyais pas aller à l'école, rentrer chez moi, faire mes devoirs et faire pas grand-chose, quoi. Enfin, vraiment, moi, ma vie a été rythmée autour du sport. On est une famille plutôt sportive aussi, ça aide. Mais je suis certaine que mon épanouissement scolaire est passé a été aidé grâce à la pratique sportive. Donc, le sport a apporté énormément de facilité dans d'autres domaines aussi, des compétences aussi qu'on acquiert dans le sport de haut niveau, mais aussi dans le sport, comme l'insertion professionnelle, ça aide énormément. Du coup, l'approche mentale de différentes situations. Ok, dans le sport, il y a des moments où on va être en difficulté, on va se mettre dans le mal. Et ben, cette compétence-là qu'on arrive à y parvenir dans une pratique sportive, on peut aussi la transposer sur la vie de tous les jours. Aujourd'hui, bah voilà, j'ai un rendez-vous stressant. Qu'est-ce que je fais quand je suis stressée, quand je suis à 5-5, 40 A dans un match de tennis? Ben, je vais respirer, je vais me relaxer, je vais faire de la sophro. Tout le monde a ses outils. Après, ça, c'est à nous de chercher. Ben, je vais utiliser les outils que j'utilise dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est le sport aide la santé mentale et la santé en général, et inversement. Donc, voilà, moi je le vois comme ça. Et si je pouvais vraiment dire exprimer un levier d'évolution pour la suite, ce serait vraiment de communiquer encore plus dans les écoles, d'intervenir encore plus dans les écoles, que même les professeurs eux-mêmes soient formés à exprimer, à faire 1 heure par semaine, je sais pas, mais parler des émotions, euh, parler de ces sujets-là, de la santé mentale, de la dimension mentale qui est super importante et on s'y occupe que quand on a 50 ans ou plus tard, quoi. Pourquoi pas, voilà, dès qu'on est jeune, en fait, les choses, en plus, on les intériorise beaucoup plus. Et voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Et j'espère que mon partage vous aura aidé ou alors inspiré, n'importe. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir de partager. Merci beaucoup, Xenia. Tu as beaucoup parlé de rythme, hein, c'est un point dont tu as parlé, Michel. Comme je sais que tu dois nous quitter à 13h50, avant de passer la parole à Mathilde qui nous parlera d'une expérience, hein, en service psy, est-ce qu'il y a des questions pour Xenia dans notre auditoire? Je vous laisse, vous avez un petit cœur en bas qui vous permet de réagir si vous souhaitez lever la main pour poser une question. Là j'ai quelqu'un qui a son micro ouvert pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Xenia? Ah, alors attends. Oui, ah, il y a Michel, donc ça va. Oui, je voulais Oui. dire seulement que j'ai connu Xenia à juste l'année qui précédait son accident. C'est à cette époque-là qu'elle est arrivée dans mon club. Elle était dans un autre club marseillais avant. Et malheureusement, c'était dans cette année-là, enfin, quand elle était dans notre club, qu'elle a eu cet accident. C'était une jeune fille formidable, déjà à l'époque, avant son accident. Ce que j'écoute aujourd'hui, parce que je l'ai revue après, puisque elle exerce le paratennis dans un autre club que le mien aujourd'hui,
même s'il y a aussi du paratennis dans mon club d'ailleurs. Donc je la vois beaucoup moins souvent. Et ce que j'avais envie de lui dire, et peut-être devant du monde, c'est que belle jeune femme qu'elle était est devenue une belle femme aujourd'hui et une très belle personne. Voilà ce que je voulais lui dire. Merci Michel. Merci Xenia, beaucoup. nous avons, voilà, dans le chat, on a quelques remarques de personnes qui te félicitent et qui te remercient pour ce témoignage très inspirant. Euh, Écoute, si tu es notre ambassadeur sport santé Oui. pour le cross pour cette saison 2024-2025, et je sais que tu as vraiment à cœur de partager ton expérience, donc les occasions se représenteront. Oui. Christian, tu voulais dire un petit Moi, mot? juste, je voulais te remercier pour ce témoignage et puis surtout sur un point sur lequel tu as insisté, c'est de dire que dans les écoles, effectivement, et donc nous, dans les clubs, il ne faut pas qu'on hésite à pouvoir permettre effectivement aux jeunes de pouvoir exprimer leurs émotions. Je pense que ça, c'est très important de pouvoir être à l'écoute et tu l'as bien dit, donc je ne vais pas insister. Et moi, j'ai grand plaisir aujourd'hui de t'avoir rencontré et que tu sois notre ambassadrice pour le sport santé pour 2025. Voilà. Voilà, Merci. Merci beaucoup. voilà. Dans le chat, nous avons un témoignage d'un club qui est un jeune qui a subi le même type d'accident et qui aujourd'hui se prépare pour les JO d'hiver et qui dit que le sport a été ultra important dans son parcours et sa résilience. Ouais, non, super. Voilà. Bah, en plus, il y a les JO d'hiver en 2030, c'est bien Oui, oui, ça. oui, 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 Tout à oui. fait. Ouais. Trop bien. On C'est lui une souhaite, motivation. on lui souhaite de réussir en tout cas. Merci Xenia. Merci à vous pour Je votre vais écoute. passer la parole à Mathilde. Mathilde, tu es éducatrice sportive. On t'avait vu lors de notre précédent webinaire en septembre par rapport à ce qui était fait au sein de ton club, la SPTT Marseille, sur l'accueil du jeune public, des adolescents, comment les mettre dans le mouvement. Là, tu viens plutôt témoigner par rapport à une expérience, alors un autre aspect de la santé mentale, parce que c'est vrai que la première intervention de Michel était plus sur aujourd'hui une problématique qu'on rencontre beaucoup, hein, l'anxiété, la déprime. On voit aujourd'hui plus de jeunes qui consultent hein, dans une ère post-Covid. Mais le sport, c'est aussi lié à tout ce qui est plutôt les maladies psychiques. Et toi, là aussi, ça a un vrai impact. Et toi, tu as eu l'occasion, tu as travaillé sur cette thématique. Tu as travaillé avec un établissement psychiatrique en tant qu'éducatrice. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Merci pour les deux précédents témoignages qui étaient très intéressants au niveau scientifique et très inspirants après au niveau personnel. Déjà, merci pour ça. Moi, je vais intervenir en effet plutôt sur la partie de la prise en charge psychologique et psychiatrique quand le sport n'a pas pu, avant d'arriver en clinique, avoir ces effets bénéfiques dont parlait Michel précédemment. Et du coup, des cas peut-être un petit peu plus lourds qui vont devoir être pris en charge dans des cliniques ou avec un suivi plus médicalisé. Comme disait Michel, l'activité physique, ça a plein de bienfaits sur l'aspect physiologique des choses et, euh, et ça va nous aider à gérer notre anxiété, ce qu'il disait également, je ne vais pas trop répéter, l'anxiété qui est finalement un phénomène normal, adaptatif pour, à un niveau optimal, pouvoir se préparer au mieux à certains événements. Et comme le disait Xenia, dans les performances sportives, on le voit. Si un athlète n'est pas un petit peu stressé avant sa compétition, c'est pas forcément normal non plus. Ou on peut le voir avec les examens pour les jeunes étudiants, où des fois, du coup, il faut avoir ce petit stress, mais savoir le gérer. Et le sport peut permettre d'appréhender un petit peu ces émotions et ces états physiologiques qui vont découler de ce stress qui, à la base, est normal. Après, ça devient pathologique justement quand il est en excès ou qu'il n'est pas régulé normalement par les personnes. Et du coup, c'est du fait de tous ces effets positifs de l'activité physique que les APA, donc les enseignants en activité physique adaptée, sont aujourd'hui intégrés dans les équipes pluridisciplinaires en clinique psychiatrique ou dans les parcours psychologiques. Et du coup, nous, le rôle qu'on va avoir, en fait, c'est un petit peu une mise en pratique des fois de ce qui peut être euh, mis un peu à la lumière du jour dans les théories psychologiques, où on va essayer de jouer sur les phénomènes d'habituation
à certains phénomènes physiologiques. Donc, quand on est stressé, on a le cœur qui bat un petit peu plus vite. Et des fois, les personnes très anxieuses, avec de l'anxiété généralisée, vont tout de suite associer des phénomènes physiques à un stress. Du coup, avoir peur d'être stressé et être dans une boucle comme ça négative. Avec le sport, on va réapprendre à appréhender son propre corps, ses réactions physiologiques, pour pouvoir des fois dissocier une certaine réaction d'une autre, d'une situation stressante psychologiquement ou socialement, d'une réaction normale en fait du corps. Du coup, on va jouer un petit peu avec des petits jeux très simples où on va un petit peu rétablir une communication entre l'esprit et le corps, essayer d'être dans l'observation. Donc là, je parle vraiment d'une pratique qui est adaptée. Donc on utilise le sport, l'activité physique pour résoudre des problèmes, des problématiques un petit peu mentales. Donc c'est un peu l'effet inverse de ce que Xenia nous présentait. Là, c'est vraiment le sport va être un support pour améliorer, rétablir un bien-être chez ces personnes qui malheureusement sont tombées trop bas pour ne pas avoir besoin de cette prise en charge. Du coup, on va pouvoir remettre en place des petits jeux, essayer de reconnecter un petit peu le corps et l'esprit. Là, je pense par exemple à un petit jeu de posture que j'avais mis en place en clinique où rien que le fait de se déplacer avec une émotion plus ou moins importante et incarnée, on peut avoir des variations d'émotions. Donc, par exemple, de façon très pratique, de se déplacer très rapidement ou très lentement, ça va procurer au corps une réponse qui va être différente. Si je cours pour aller prendre mon bus et que du coup j'ai le cœur qui palpite à fond parce que j'ai eu un effort important et que ensuite j'ai une interaction avec quelqu'un qui peut être un petit peu brusque ou orienté de façon un peu négative, si j'ai eu avant ça un événement, par exemple la petite course pour aller au bus, mon corps va être euh, déjà dans un état physiologique qui va favoriser le développement d'une émotion négative. Donc, on va essayer de retravailler un petit peu l'appréhension de ces émotions, de ces états, pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe et pas tout associer directement à de l'anxiété ou à des états de dépression. Du coup, c'est ce qu'on peut un petit peu faire en activité physique adaptée dans les cliniques. Et après, on va également retravailler sur l'aspect social des interactions, ce que Michel illustrait un petit peu en fin de présentation avec le rapport aux autres, rien que le rapport au matériel sportif et reconnecter un petit peu les personnes entre elles pour éviter aussi d'autres comorbidités, donc d'autres pathologies associées à la dépression ou à l'anxiété qui peuvent être psychiques. Donc on entend souvent, j'ai un petit chiffre de Santé publique France de 2017, que 45% des personnes qui font une dépression ou qui font de l'anxiété ont associé à ça d'autres troubles psychologiques. Et ça peut être souvent, il y a de la phobie sociale, par exemple, surtout chez les jeunes, donc de l'isolement, qui va devenir au final un facteur de maintien de la dépression, où du coup on a encore moins de liens avec les personnes, on s'isole, etc. Et ça va être dans cette boucle négative. Du coup, avec le sport, on va essayer aussi de prévenir de ces comorbidités, donc autant psychiques et psychologiques que physiques, avec la prise de poids dont également parlait Michel tout à l'heure. Du coup, l'image corporelle qui se dégrade, donc un isolement du fait de ça également, le regard des autres et la phobie sociale. Tout se mélange un peu et du coup avec le sport, on va essayer de prévenir de ces choses-là en même temps qu'on réappréhende un petit peu son corps et la discussion qu'il peut y avoir entre son état physique et son état mental. Après, donc on a cette partie-là et le sport, par ailleurs, peut également contribuer à l'expression de certains états, de certaines émotions. Je voulais vous parler d'une interaction que j'avais eue avec une patiente en clinique. Donc je dis patiente parce que c'est vraiment dans un cadre différent du club
où Xenia, par exemple, n'est pas du tout patiente dans son club de tennis, elle est sportive, sportive de haut niveau en plus. Là, c'est une approche du sport qui est plus médicalisée. Donc, une patiente qui avait l'air de bien se porter en clinique où le personnel médical et paramédical était plutôt sur quelque chose de positif. Et à 3 jours de sa sortie, donc c'était une personne que moi je voyais souvent au cours de mes interventions sportives, un peu une habituée, ce qui peut paraître un petit peu surprenant dans ce genre de clinique où on n'a pas souvent des personnes qui sont très engagées dans l'activité physique. Et il se trouve que juste avant sa sortie, alors qu'elle me paraissait très à l'aise aussi dans mes séances, elle a complètement craqué et là a pu exprimer tout ce qu'elle ressentait, tous les affects négatifs qu'elle avait gardés en elle. Et là, le sport a représenté pour elle une porte de sortie et en même temps un cocon, un endroit un peu sécuritaire qui lui a permis de se sentir en confiance pour s'ouvrir. Et après, du coup, ce qui a permis d'entamer tout le suivi après psychologique. Et du coup, ça peut être un moyen d'améliorer la santé et en même temps, ça peut être finalement pour ces personnes qui ont quelque chose d'ancré en elles de négatif, de tous ces affects. Souvent, il y a un isolement important avec la dépression et l'anxiété. Ça peut être aussi le moyen d'exprimer tout ça, de se libérer un peu de ces craintes, de ces peurs, de toutes ces croyances pour ensuite travailler avec, bien sûr, l'association de la psychologie, de la psychiatrie, parce que tout ne se guérit pas, bien sûr, avec la psychologie et le sport, hein, et l'aspect médicamenteux, des fois, malheureusement, quand on en arrive à là, c'est que on est dans un cas assez compliqué, mais ça va être l'association de tout ça qui va permettre finalement de reprendre goût à la vie et de ressentir un peu du plaisir. On parlait d'anédonie tout à l'heure, donc re-ressentir un peu de plaisir. Ça peut passer par le sport, justement, qui peut être une fenêtre un peu d'expression de tout ça. Et après, on en voit aussi beaucoup finalement en clinique qui vont utiliser l'activité physique comme exutoire et expression de ces affects assez forts qui peuvent avoir en eux. Donc, ça peut être aussi un moyen de gérer sa colère. Il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont être des fois un petit peu trop amplifiées. Donc, ça peut être un régulateur de ces émotions, de ces affects, sans forcément euh, comment dire, intellectualiser tout ce qui se passe, pas forcément réfléchir tout le temps à sa posture, etc., mais juste libérer ses émotions. Et on parlait du métabolisme de base, on a besoin de se dépenser. Souvent, les personnes qui vont être dans des états dépressifs ou anxieux ont en fait une dépense énergétique qui est insuffisante par rapport à ce qu'il faut et donc vont plutôt avoir une activité cérébrale avec beaucoup de rumination et entretenir ces états qui sont pas positifs. Donc du coup, le sport voilà, va avoir un peu ces différentes facettes de guérison ou alors d'exutoire, d'ouverture et, et après encore d'autres choses de reconstruction comme ça peut être le cas dans le paralympique. Voilà, j'ai essayé d'être un peu brève. N'hésitez pas si vous avez des questions après Ouais. sur Merci cette beaucoup, intervention. Mathilde. Merci à vous. Pour renchérir sur ce que tu as dit, je peux témoigner de l'expérience d'une éducatrice qui intervenait en service psychiatrique et à qui les soignants avaient témoigné que les semaines où il n'y avait pas l'activité physique, Mhm. la gestion des patients pouvait être beaucoup plus compliquée et qu'ils voyaient une réelle différence dans les semaines où il y avait eu de l'activité physique et les semaines où il n'y en avait pas. Et oui, ça va être très complémentaire finalement de la prise en charge psychologique et psychiatrique. On est souvent les thérapeutes un petit peu avec les animateurs et également les art thérapeutes complémentaires de la prise en charge plus traditionnelle. Et dans l'art thérapie, j'entends aussi la danse thérapie et ça va être aussi des choses qui sont très libératrices. Comme le disait Xenia, son papa n'a pas eu cet outil pour rebondir aussi bien qu'elle. Ça peut être pour certaines personnes le sport, pour d'autres l'art.
Et c'est vrai qu'il va y avoir certains supports qui vont, pour les patients, être très, très importants. Des fois, j'ai des personnes qui préféraient aller en sport que voir leur psychiatre. Donc, des fois, il faut négocier un petit peu parce que on peut pas remplacer non plus la psychiatrie, mais en effet, ça va être un soutien important pour certains. Il y a deux questions dans le chat. La première demande un petit peu quels sont les avantages des séances collectives ou des séances personnalisées. Est-ce que c'était forcément du collectif? Est-ce qu'il y a de l'individuel? Est-ce qu'il y a un type de séance préférable à l'autre? Alors malheureusement, ça va être également selon les possibilités de la structure, selon les moyens qu'on va avoir à notre disposition. Le mieux étant de s'adapter aux besoins de la personne. Si on a quelqu'un qui, du fait de son anxiété, s'est isolé et a développé de la phobie sociale, de l'anxiété sociale, pardon, on va privilégier au début quelque chose de plus individualisé, déjà pour faire connaissance avec la personne et ensuite aller doucement vers quelque chose de plus en groupe. Et après, il va y avoir d'autres activités en groupe selon le profil des personnes, s'il y a une possibilité d'être avec les autres. Il va y avoir des personnes qui sont pas du tout influencées par le regard de l'autre, mais qui vont plutôt être tellement éloignées de leur propre corps euh, qu'on va devoir travailler sur ce que je disais tout à l'heure, les réponses physiologiques, etc., mais où le travail de groupe, finalement, est intéressant parce qu'on a le ressenti de l'autre, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe chez l'autre, et du coup, ça nous renvoie également une image de ce qu'on ressent. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque profil. Il y a une question sur ta formation pour travailler dans des structures spécialisées. Alors, moi, j'ai une double formation, mais j'ai donc fait une licence et un master en activité physique adaptée et santé. Donc, c'est la filière STAPS avec une spécialisation en santé. Et après, moi, donc, avec cette formation-là, on peut déjà travailler en clinique. C'est une formation qui nous ouvre à beaucoup de problématiques de santé de façon assez générale. On se spécialise souvent par des stages ou par l'expérience. Moi, j'ai souhaité après me spécialiser en faisant une licence de psychologie pour avoir vraiment des bases plus solides sur les psychopathologies. Mais ce qui n'est pas forcément nécessaire, hein, finalement. Merci Mathilde. Du coup, il nous reste un quart d'heure devant nous pour voir s'il y a des questions, aussi bien pour notre psychiatre Michel Béringuet, pour Xenia qui est encore parmi nous, ou Mathilde. N'hésitez pas à lever la main ou des témoignages, hein, si vous voulez voilà, faire profiter l'assistance aussi de votre expérience, hein. C'est vrai que je pense que c'est un sujet, la santé mentale, dont on parle plus. Xenia a expliqué, il fallait s'exprimer. Et on espère, je pense que ça va être un fil rouge sur notre année 2025. Donc, je vous laisse, si vous avez besoin de réouvrir les micros, si vous souhaitez témoigner ou poser une question. Alors, je vois pas de main se lever. Peut-être, Michel, un regard sur ces deux témoignages de Xenia et de Mathilde. Est-ce que elles ont évoqué beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce que tu as dit dans ton intervention? Oui, enfin, donc, mais pour Ksenia, j'ai commencé par parler de choses personnelles, et voilà, et ça me faisait plaisir de le dire. Pour Ksenia, en plus, elle a eu des mots forts relatifs à ce qui est dans le fond, le plus important dans la prise en charge, enfin, des pathologies dépressives, des pathologies d'anxiété, etc. Parce elle a bien expliqué euh, Co- comment ça a été naturel? Voilà, je sais pas trop comment le dire comme ça. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi j'ai ressenti ça, enfin dans le discours de Xenia, hein. Après, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'elle a bien voulu en dire. Mais ça, c'est normal en même temps. Elle pourra me reprendre d'ailleurs. Mais elle nous a expliqué que dans le fond, ça a été une espèce de continuum. Sa vie d'avant. Bon, l'accident, bon, pas trop grave, hein, comme elle dit, enfin grave, mais pas trop quand même. Enfin, je suis pas morte, quoi, elle nous a dit. Et ça, on peut la rassurer, elle est en pleine vie. Elle est non seulement pas morte, elle est en pleine vie. Et puis, et puis, Xenia, moi, je l'ai vue effectivement dans les 10 jours qui ont suivi sa première intervention, la première. Je l'ai vue sur une vidéo qu'elle nous a envoyée.
sur laquelle déjà elle avait une activité physique parce elle avait une raquette dans la main, elle était allongée sur son fauteuil, sur son lit d'hôpital. Elle avait une raquette dans la main et une balle, et elle envoyait la balle sur le mur d'en face, qu'il a renvoyé, et dans le fond, elle avait trouvé son mur d'entraînement, qui était le mur de sa première chambre d'hôpital. Et, et comme si c'était naturel, elle a continué son activité avec tout le développement personnel dont elle a parlé, hein, et elle est allée plus loin que ça, parce que de ce développement personnel, elle nous a dit, très bien dit d'ailleurs, combien c'était important de laisser libre cours à ses émotions. Combien c'était important de mettre des mots sur des mots. Combien parce que sinon, on passe à côté complètement de ce que l'on est vraiment, et dans le fond, on ne se respecte plus. Une des clés, enfin, je ne peux pas dire du bonheur, ce serait trop présomptueux de ma part, mais quand même, une des clés du bonheur, ben, c'est justement d'être en paix avec soi-même. C'est d'être, ça je le dis à propos de Xenia toujours, hein. Voilà ce que je pouvais dire d'elle. Et elle nous transmet là un message qui est hyper important. Euh, il faut échanger davantage. Il faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et il faut ben, vivre un petit peu au quotidien, un peu du carpe diem, on va le dire comme ça. Enfin, sur la deuxième intervention, bien sûr, j'ai retrouvé là, et c'est pas étonnant avec la formation, la double formation qu'elle a, et en particulier la formation de psychologue derrière, j'ai retrouvé là plus dans le fond des propos de psychologue que des quelqu'un qui a fait staff, malgré sa formation de TI Santé, hein, qui est une très bonne formation au demeurant. J'ai pas de bon point à donner, hein, mais je le dis parce que je le pense, hein, qui est une très bonne formation. Mais en même temps, on a bien compris tout au long de son exposé là, combien était importante la personne qui était en face d'elle. Et ça, à la fois, ben, ça tient à elle, à sa personnalité, je le pense, et aussi à la formation qu'elle a reçue, et en particulier, si j'ai bien compris, de psychologue clinicienne. Et je trouve que c'est effectivement une très belle formation pour s'occuper au quotidien alors, hein, parce que là, elle n'a pas évoqué, mais elle sait très bien de quoi je parle, dans les lieux de traitement de la psychiatrie. Enfin, on n'a pas que des déprimés, même si quand on a des déprimés, parfois ils sont extrêmement lourds. Enfin, on ne parle pas là des mélancoliques, on n'a pas rentré dans ce détail-là, mais il y a aussi toute l'histoire de la psychose et combien, alors, puisqu'on est dans un cadre déterminé entre 15 et 25 ans, combien sont des moments charnières, si vous voulez, ces moments de la fin d'adolescence et début de l'âge adulte, dont l'entrée de la psychose, même si on sait que c'est souvent un petit peu prédéterminé au préalable, mais que pour un tas de facteurs, dont par exemple les addictions, dont on a parlé récemment d'ailleurs avec le cross, dont on a parlé récemment, combien par exemple, ces addictions, ces choses-là peuvent précipiter un petit peu vers cette fracture, hein, du psychisme qui est la psychose. Et donc, j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses. Voilà. On a deux questions. Alors, qui redemande des précisions sur le tryptophane. Alors, il y avait une question pour savoir si on mangeait du chocolat blanc, c'était pareil que manger du chocolat noir, mais euh, alors il y a une question sur le fait de pourquoi est-ce que on peut pas administrer le tryptophane autrement que par le chocolat? Et donc là, peut-être il va falloir que tu réexpliques que, je sais pas s'il y a il y a une barrière qui fait que si on l'insère, il passe pas au cerveau, en fait, si j'ai bien Non, compris. Et que, est-ce qu'en mangeant de la dinde qui contient des tryptophanes précurseurs de la sérotonine, ça serait pas possible aussi? non, bah, sûrement pas avec les mêmes quantités, en tout cas. Ou alors, encore une fois, quel que soit l'aliment, dont j'ai parlé, parce que c'est là qu'on en retrouve le plus le chocolat, effectivement, il faudrait des quantités, comme je l'ai expliqué, qui seraient toxiques, voire létales, pour pouvoir soigner une dépression. En vérité, on tuerait les gens d'une cirrhose. Non, il faut être un peu sérieux. Et donc, en revanche, du tryptophane, nous en avons naturellement, en vérité, dans les muscles, parce que les muscles, entre autres choses,
voilà, contiennent beaucoup de tryptophane qui va se libérer lors de l'effort, hein, lors de l'effort physique. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Quant au blanc ou au noir, c'est exactement pareil, si j'ose dire. Pardonnez-moi. Je me permets de réagir également du coup à cette question. Question qui, on a l'impression qu'on cherche un peu la facilité pour avoir ces effets bénéfiques du sport. Euh, un des premiers risques de développer une dépression chronique, c'est d'avoir déjà été dans finalement un épisode dépressif caractérisé et de ne pas avoir mis en place après dans sa vie des choses qui font qu'on ne retourne pas dans ces états-là. Du coup, le sport, ça va permettre momentanément une amélioration de la qualité de vie, de la santé mentale, mais l'idée est de pérenniser ces comportements de santé bénéfiques, que ce soit le sport ou d'autres choses, pour après ne pas retomber, surtout du coup, ce que disait Michel, à cette période de la vie assez charnière, dans quelque chose de négatif avec... si on garde tout ce qui allait pas et qu'on le change momentanément, on risque très rapidement de revenir dans ces états. Donc c'est plutôt sur le long terme qu'il faudrait le voir, le sport, pour l'aspect mental et également la santé physique. Pour clôturer, on a dans notre assistance hein, beaucoup de dirigeants de clubs ou d'éducateurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que voilà, il ne faut pas hésiter aussi à s'ouvrir, alors sans aller sur les pathologies lourdes dont tu as parlé, mais justement à s'ouvrir sur l'accueil de public qui peut être orienté par un thérapeute, par une clinique de repos. Voilà, est-ce que aussi c'est un public qu'on doit être capable d'accueillir dans nos clubs? Oui, bien sûr. La difficulté avec ce public-là, quand on parle de pathologies un peu lourdes, c'est souvent qu'il est souvent associé à des publics précaires, donc qui vont pas forcément se tourner eux-mêmes mais pour des raisons des fois financières vers de l'activité physique. Après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de se former à cet accueil du public pour les intervenants, etc. Et après, oui, en effet, ça se fait. Il y a quelques... Nous, on a pour projet avec la SPTT de mettre en place des conventions avec des structures spécialisées dans le sport sur ordonnance, enfin, dans le sport pour les personnes en clinique psychologique. Et on peut prescrire de l'activité physique pour la santé, donc pour la santé mentale aussi. Et ça, il y a pas mal de structures qui prennent en charge du sport sur ordonnance. Après, c'est vrai que quand soi-même avons des troubles de la santé mentale, on pense pas forcément à demander une ordonnance de sport pour résoudre tout ça. Mais oui, c'est des choses qui se mettent petit à petit en place et qui, j'espère, tendent à se développer davantage. Oui, Ben moi, je merci. vais Vas-y. juste ajouter un tout petit mot, puisqu'on parle comme ça de structure. On a dit un petit peu tout ce dont je m'occupais. Alors, moi, je suis le président depuis 30 ans maintenant du CSM Tennis. Euh, il y a 20 ans qu'on s'occupe de tennis adapté avec des autistes. 20 ans déjà, avec l'association Défi Sport. Et puis, il y a à peu près 20 ans, mais à peine moins, 18 ans, que nous avons aussi un créneau avec des psychotiques. À une époque de la Timone, mais vous savez bien comme moi qu'il n'y a plus de psychiatrie de la Timone, mais que c'est maintenant entre Sainte-Marguerite et la Conception. Mais aujourd'hui, de la Conception, du coup, avec une convention que nous avons avec la Séance publique hôpitaux de Marseille. Alors, bien sûr, peut-être facilité parce que moi-même, j'étais psychiatre de la Séance publique hôpitaux de Marseille. Donc, nous avons cette convention et nous avons, alors, bien avant le sport sur ordonnance, hein, j'avais imaginé que dans mon club, effectivement, on pouvait s'occuper d'autistes d'un côté, mais aussi de psychotiques. Je parle là de schizophrènes, hein, pour appeler un chat un chat. Euh, donc, dans des groupes un peu spécialisés. Et comme c'était précisé il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il vaut mieux dans ce cas-là non plus, comment dire, mettre les mêmes pathologies ensemble, pas les mêmes, mais en tout cas on ne peut pas tout mélanger parce que là il y a des approches un petit peu différentes et puis surtout des buts un petit peu différents, même si le but essentiel étant quand même une voie possible, je dis pas vers la guérison, mais je dis vers la rémission. Merci beaucoup, Michel. Voilà, on arrive à la fin du timing de notre webinaire.
Merci à tous pour votre attention et je vais passer la parole à Christian Guibert qui nous a accueillis pour conclure ce C'est webinaire, ce dernier de l'année 2024. ce dernier. Et donc, en tant que vice-président Sport Santé au CROSS, d'abord vous remercier tous, les auditeurs, mais aussi les intervenants surtout. Et puis, avec humour quand même, parce qu'on est à la veille des fêtes de Noël. Donc, Michel, désolé, mais effectivement, j'aurais un bon prétexte pour continuer à manger du chocolat. Mais j'ai bien compris que quand même, ce qui était bien, c'est d'abord de faire du sport, y compris pour éliminer peut-être le chocolat que nous mangerons peut-être avec moins de modération à la veille de ces fêtes de Noël. Et j'espère pour 2025, dans le cadre de l'année santé mentale, ben, les clubs, le mouvement sportif essaiera de voir comment on pourra mieux accueillir ces jeunes de 16 à 25 ans, comme tu l'as si bien décrit tout à l'heure, ont besoin peut-être pour se remettre dans une perspective optimiste, de pratiquer une activité physique ou une activité sportive. Merci à tous. Merci beaucoup, merci et à bientôt. Merci, au revoir. Merci.